Bonjour, je suis Frank Tiano et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette version Movipro du Florida Jet 99. Tout d'abord, nous sommes sur l'aérodrome du comté de Flagler à Bunnell en Floride. C'est en Floride du Nord, environ 450 à 500 km au nord de Miami. Nous avons choisi ce site car il est très dégagé et parce que le comté est très désireux de travailler avec nous. Ils sont très heureux de nous avoir ici. Quelquefois, les gens ne veulent pas de modèles réduits aux alentours, mais ici, ils attendent cet événement tous les ans. Nous avons rempli tous les motels à 50 km à la ronde. Nous avons une piste de 2 km par 60 mètres de large à notre disposition, 7 lignes de vol et pas de restrictions. Les gens de Flagler nous ont vraiment d'un grand secours et c'est pourquoi nous essayons de répondre à leur confiance en faisant en sorte que tout se déroule bien. Nous avons à peu près 300 avions, 165 pilotes inscrits cette année. Très inhabituel, pour la première fois, si 40% des avions inscrits sont à réacteurs, ils représentent 60% de ceux qui volent. Pour une raison quelconque, les modèles à turbine sont les plus nombreux, mais ce sont ceux à réacteurs qui volent le plus. Pour l'instant, le week-end se déroule sans aucun accident. Nous avons eu que 2 ou 3 incidents très mineurs. Il faut attendre jusqu'à dimanche, mais jusqu'à présent, nous avons déjà effectué plus de 300 vols et nous devrions atteindre les 500, ce qui est une sorte de record. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'est un regard merveilleux sur l'aéromodélisme à son plus haut niveau. Vous allez voir des jets et des gens formidables et je pense que vous allez apprécier la version Movipro du Florida Jet 99. Merci de ton accueil Franck, je suis heureux de tous vous retrouver pour ce reportage à Flagler Airport, une petite ville qui se trouve à peu près 70-80 km de Daytona Beach, le lieu de rendez-vous annuel des bikers, les fanats de Harley-Davidson, qui se retrouvent exactement la même semaine que Florida Jet par centaines de milliers sur la côte de Floride, et aussi à 150 km au nord d'Orlando, Orlando qui est mondialement connu pour Disney World bien entendu, mais qui est aussi dans notre petit monde le siège de la fabrique de Bob Violette Models, ce qui explique évidemment qu'à la rencontre de Flagler, une très forte proportion des modèles étaient issus du kit BVM. En particulier, on voit ici un Maverick piloté par une dame qui venait de Californie. Et sans doute le plus beau de tous, ici, le Bandit, un kit relativement récent qui a un succès fulgurant. D'une part parce que c'est un avion qui est prévu d'origine aussi bien pour la turbine Viojet équipée du BVM 91 ou pour un réacteur. C'est sans doute le kit américain le mieux conçu pour être ambivalent, et c'est aussi un modèle qui a d'excellentes qualités de vol, aussi bien en voltige, c'est un avion très neutre qui passe en particulier des tonneaux d'une façon absolument magnifique comme vous allez pouvoir le voir, mais aussi parce qu'il est doté d'excellentes qualités de vol à très basse vitesse, qualités de vol qui sont procurées par un profil qui a été spécifiquement étudié, par un bord d'attaque qui est livré poncé terminé dans le kit, et aussi surtout par l'utilisation de flaps, de volets de courbure, donc d'une très grande profondeur, ainsi que d'un aérofrein central, lui aussi assez proéminent, qui freine énormément l'avion à l'atterrissage, tout ceci rendant donc le posé assez facile, l'avion ne rebondit pas comme vous pouvez le constater. Il n'empêche bien entendu que ce n'est pas un avion donné, comme tous les kits Bob Violette, nous aurons l'occasion d'en reparler, ce sont des kits chers, mais néanmoins d'une qualité tout à fait incontestable. Alors nous passons à un modèle, cette fois-ci l'Isobar, qui est un peu dans le même style, c'est un traîner à réacteur, mais celui-ci est de conception personnelle et le fuselage était entièrement en bois, on ne le dirait pas comme ça, il a des formes assez sympathiques, eh bien non, il a été entièrement conçu pour être réalisé en bois sur plan, et lui aussi voltigé fort bien, ma foi. Moins compliqué que le Bandit, puisqu'il n'avait pas d'aérofrein ventral, mais vous aurez noté qu'il avait lui aussi des volets d'atterrissage pour faciliter l'atterrissage. Alors ici un modèle beaucoup plus original, il s'agit du Kangaroo de Fiber Classics, le fabricant allemand bien connu qui était juste là plutôt spécialisé dans les maquettes. Un modèle qui était présent à 5 ou 7 exemplaires à peu près ici à Florida Jet,
Et un modèle qui semble avoir un énorme succès comme premier trainer à turbine. Il faut dire que, il est très facile à construire puisqu'il est livré entièrement en matériaux composites, ce modèle. Et comme vous pouvez le constater, la maintenance du réacteur est très simplifiée dans la mesure où il est monté en pylône au-dessus de l'aile. Et surtout, il est vendu avec le réacteur Sofia 850, comme va vous l'expliquer d'ici peu de temps Andreas, pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Hello, I'm Andreas Gietz from Fiber Classics, Germany. Bonjour, je suis Andreas Gietz de Fiber Classics, Allemagne. Je suis ici à Florida Jet avec notre Kangourou et le Sofia J850. Ceci est un avion d'entraînement destiné à être un premier modèle pour celui qui s'intéresse au jet et qui veut se mettre au réacteur avec une plateforme simple et économique avant de passer au jet maquette par exemple. Nous sommes ici pour faire la démonstration de cet avion et du moteur Sofia 850. Tous les deux marchent très bien et nous pouvons apercevoir ici à cette rencontre déjà 6 ou 7 kangourous. Le Kangourou est un avion qui se vend très bien en Allemagne et en Europe, et c'est aussi le cas aux États-Unis maintenant. C'est un avion de formule L volante type Delta, et il est très simple à construire et très facile à piloter, avec une charge à l'air très faible. Le Sofia 850 est un nouveau produit de la firme Sofia, qui fait suite au Sofia J450. Il possède à peu près 8 kg et demi de poussée à 130-135 000 tours minute. Il fonctionne avec du kérosène et un peu d'essence C. Il démarre avec ce carburant et n'a donc pas besoin de propane pour démarrer. On démarre en général avec un démarreur électrique, comme ceux utilisés pour les autres modèles réduits. C'est un très bon couple pour démarrer dans le domaine des jets. Si du point de vue de la facilité de construction, les Delta ont bien entendu l'avantage de ne pas avoir d'empennage à fabriquer, en revanche, il y a parfois des configurations aérodynamiques où ils ont des réactions assez curieuses, et vous allez voir ce Kangourou, donc équipé d'un réacteur JetCat allemand, se mettre dans une position dont il ne va pas réussir à sortir, moteur au ralenti, en vol d'eau, il ira jusqu'au sol ainsi, rien n'y fera, le pilote n'arrivera pas à sortir de cette chute en feuille morte. Le modèle sera endommagé, ce n'est pas dramatique, mais c'était vraiment très curieux à voir, d'autant plus que ça a duré un bon moment et d'assez haut. Également équipé d'un réacteur JetCat, le hotspot de Horst Lenners ne peut évidemment pas cacher sa ressemblance avec le Kangourou de Fiber Classics. Il s'agit en fait du modèle original qui a présidé à l'élaboration du trainer. Grosse différence, vous voyez que le modèle est beaucoup plus caréné et donc beaucoup plus rapide. Il n'y a aucun rapport entre les deux modèles. Regardez un peu à quelle vitesse ça déboule sur la piste, c'est impressionnant. Nous découvrons ici le magnifique F-86 Sabre issu d'un kit BVM de Gordon Dickens, un modèle au 1/7, ce qui lui donne une envergure de 1,47 m. Sa masse est de 6,4 kg, il est équipé d'un réacteur Golden West et vous pouvez voir que sa finition est tout à fait fantastique. Alors à noter que les rivets sont des autocollants qui sont commercialisés par Promark, la marque de Jerry Caudle qui était bien évidemment présent sur le terrain. Notez également que tous les accessoires du kit BVM sont montés sur ce modèle, aérofrein, volet de courbure et bien entendu train d'atterrissage avec frein. À l'origine conçu pour la Vaio-Jet avec un BVM 91, cet avion a donc été ici transformé pour utiliser une turbine KJ66 Golden West, une turbine qui n'est plus produite à l'heure actuelle, pour une raison bien simple, c'est que sa fiabilité n'était pas extraordinaire, et cela va encore être prouvé par une perte de puissance qui va survenir lors du vol inaugural de ce magnifique modèle. Issu d'un kit Char Enterprise, le F-105 Delta Dart de Richard Fong est sans aucun doute un modèle qui est beaucoup moins connu sous nos latitudes. Il s'agit là encore d'un kit à l'origine conçu pour une turbine et modifié pour recevoir un réacteur, en l'occurrence un RAM 750F, c'est-à-dire la dernière version du RAM. Cette adaptation a bien entendu nécessité de grosses modifications au niveau en particulier des entrées d'air et de la tuyère, bien entendu.
mais également au niveau des réservoirs, puisque un réacteur consomme beaucoup plus qu'une turbine. Il y a donc 5 réservoirs dispersés dans la cellule qui emportent au total 2,4 kg de carburant, et ils sont complétés des 2 réservoirs largables sous voilure qui emportent pour leur part 900 g de carburant supplémentaire. Vous aurez pu noter que la trappe supérieure du fuselage est vraiment très petite. En fait, l'accès au réacteur se fait en retirant l'aile par le dessous, ce qui est assez rare sur les jets. Notez également à la base de la dérive les 2 volets d'aérofrein qui sont fonctionnels et qui sont actionnés par des vérins BVM qui sont alimentés par la même bouteille d'air comprimé que le train entrant. Le canopy magnifiquement terminé que vous pouvez voir ici appartient au T-33 de Tom Cook. Tom Cook qui est en fait le propriétaire de la firme Jet Model Products et qui a donc conçu ce magnifique T-33 à l'échelle 1/6, un modèle de 2,16 m d'envergure. Le kit apparaît-il nécessiter 6000 heures de conception. On voit ici les entrailles d'un des modèles JMP donc équipés d'un réacteur RAM, mais la plupart de ces kits ont jusqu'à présent volé avec une turbine qui leur donnait des caractéristiques de vol peut-être un peu poussives mais extrêmement réalistes. C'est un modèle effectivement qui est très apprécié de ce point de vue là. Il a des qualités de vol remarquables et également un aspect maquette très poussé puisque toutes les lignes de structure sont gravées dans le moule. Et les détails vont même jusqu'à être reproduits à l'intérieur des trappes de train d'atterrissage, ce qui est tout de même assez rare sur les kits de modèle réduit. Voilà un magnifique tonneau à 4 facettes, vous pouvez vraiment voir que ça vole à la perfection. Il faut dire que sur le modèle de Tom Cook, les performances de vol sont maintenant très nettement supérieures grâce à l'emploi d'un RAM 750 pour ne pas changer. Outre les kits JMP de T-33, on trouvait évidemment des T-Bird de chez Bob Violet Models, beaucoup plus nombreux. En effet, il y avait 2 ou 3 JMP et environ 5-6 Bob Violet. Des modèles cependant un peu plus petits, puisqu'ils mesurent 2,03 m d'envergure, ils sont à l'échelle de 1/6,5. Mais ils sont d'ailleurs, comme les modèles de Tom Cook, entièrement moulés en fibre. La plupart sont là encore équipés de la Vaio-Jet avec un BVM 91, mais ce modèle est parfaitement adapté à recevoir un réacteur et en particulier le JPX. Au décollage, la version monoplace de T-33, le F-80 Shooting Star. Et alors que l'on va voir évoluer le F-80 de Terry Nitsch, plusieurs fois vainqueur à Top Gun, et sans doute l'un des premiers à avoir utilisé un fumigène sur un jet, signalons qu'un modéliste très âgé, le colonel Bob Tucker, ancien de l'USAF, présentait un modèle semblable. Il est modéliste depuis 1926, ce monsieur, imaginez. Un petit tour sur le stand BVM maintenant pour y voir une nouvelle collection de réservoirs en Kevlar. Je vous expliquerai un peu plus tard à mon avis pourquoi c'est une très bonne idée. Et un aperçu des magnifiques trains rentrants destinés au kit de la firme, ainsi que, une fois n'est pas coutume, une aile en structure qui est celle du tout dernier kit mis sur le marché par Bob Violet. Vous voyez que les pièces sont découpées au laser et il paraît que cette aile s'assemble en l'espace de 2 à 3 jours d'une façon parfaite. Ce MiG-15, dont on voit ici le prototype réalisé par Bob Violet lui-même, mesure 1,73 m d'envergure pour 1,73 m de long, il est à l'échelle 1,5,8 et il pèse entre 8,2 kg et 9,2 kg selon la motorisation. Mis sur le marché un mois seulement avant Florida Jet, il semble déjà avoir un énorme succès. Ce succès doit sans doute s'expliquer par son prix de 1550 $, qui est tout à fait raisonnable pour un kit BVM. Ce qui fait une somme rondelette tout de même, mais évidemment, s'il s'agit encore une fois d'un kit qui fonctionne très bien et très bien préparé, puisque, pour vous donner un exemple, vous avez vu tout à l'heure la structure de l'aile donc prédécoupée au laser. Sachez que les coffrages sont réalisés en balsa, dont les planchettes sont préassemblées, précollées, découpées à la bonne dimension, et il n'y a plus qu'à les coller sur la structure. Ce sont donc des kits toujours très bien conçus et celui-ci a la spécificité d'être d'origine conçu pour le réacteur et en particulier avoir la possibilité de monter soit le RAM 750, soit le JPX T260 ou même l'AMT Mercury avec de toutes petites adaptations.
Ça offre donc un large choix. On voit ici évoluer le modèle de Frank Tiano lui-même, qui porte des couleurs assez curieuses, puisque c'est un MiG-15 aux couleurs américaines. Il m'a expliqué qu'en fait il s'agissait de l'avion d'un déserteur nord-coréen durant la guerre de Corée, qui avait été ensuite utilisé afin de test par les Américains. Et Frank semblait vraiment très content de ce premier vol avec son MiG-15, à tel point qu'il a été faire un gros bisou à Bob Violette, complètement sidéré. Bonjour, je suis Ray Gonzalez, le propriétaire de ERA Microjet, qui fabrique un réacteur miniature, le RAM 750, ainsi que le RAM 1000 et le RAM 2000. Ici, à Florida Jet, ce week-end, je vole avec un MiG-15 BVM que vous voyez ici, motorisé par un RAM 750 et piloté par une radio Airtronics. Le modèle pèse 9,2 kg et le RAM 750 produit environ 9 kg de poussée. Il vole donc très bien et c'est un avion très agréable à piloter. Je m'amuse beaucoup avec. L'avion est ici peint avec un décor sport de patrouille acrobatique parce qu'il devrait y en avoir 3 autres peints de la même manière qui appartiendront à Bob Violette, Tommy Wood et Rob Lynch afin de faire des vols de formation au cours de cette année. Donc à bientôt dans d'autres rencontres pour voir ça. ERA Microjet fut formé il y a 2 ans par mon partenaire Albert Arrojo et moi-même pour développer ces petits micro-réacteurs que nous utilisons. Nous avions débuté en distribuant la turbine Turbomine suédoise, qui était un excellent moteur, mais nous avons éprouvé le besoin de quelque chose de plus petit, et nous avons alors créé ERA Microjet et développé le RAM 750. Le RAM 750 est basé sur le KJ-66 original de Kirk Schreckling et ses dérivés, mais nous avons apporté quelques modifications internes afin d'améliorer sa fiabilité par rapport à la KJ-66. Nous sommes actuellement en train de déménager pour un nouvel atelier et nous allons développer le RAM 1000 et le RAM 2000 qui seront des moteurs plus gros pour d'autres applications commerciales. Nous sommes basés à Miami et la firme m'appartient ainsi qu'à Albert Arrojo. Restons dans les avions russes avec ce MiG-17 qui appartient à Ted Krasnovsky. Ted Krasnovsky qui est en fait un maquettiste professionnel qui réalise des modèles pour le cinéma, à Hollywood en particulier, et qui est aussi le propriétaire de la firme Golden West Models qui importe donc le réacteur allemand Jet Cathammer aux États-Unis. C'est une banalité de dire qu'aux États-Unis, l'aviation privée n'a rien à voir avec ce que l'on connaît en Europe et les jets appartenant à des particuliers ne sont pas choses rares. On voit ici un jet Provost provenant des stocks de l'armée de l'air canadienne qui a donc été racheté par un pilote privé. Ce ne fut pas le seul jet privé à nous rendre visite, puisqu'on voit ici une magnifique présentation du L-39 Albatros, un avion acheté pour $1,5 million par Bruce Holochek, qui n'est autre que le propriétaire de la firme Tower Hobbies, le principal distributeur de modèles réduits par correspondance aux États-Unis. Alors Bruce avait l'intention d'acheter un chasseur américain, il est tout à fait possible d'acheter des avions au rebut là-bas. C'est tout à fait autorisé et en fait devant les problèmes de maintenance il a préféré acheter cet avions à l'usine en Tchécoslovaquie puisqu'il ne demande aucun soutien au sol pour démarrer. Il est vraiment totalement autonome, il est totalement acrobatique avec un facteur de charge de plus 8-4G et peut se poser sur des terrains non préparés. Utilisé par plus de 25 armées de l'air des pays de l'ex-bloc communiste, il a été construit à peu près 3000 exemplaires et poursuit encore à l'heure actuelle, en version modernisée avec un réacteur plus puissant, une carrière commerciale tout à fait spectaculaire. Quant à l'unique maquette de L-39 Albatros présente sur le terrain, il s'agissait de l'un des 12 avions réalisés en scratch build, c'est-à-dire entièrement personnel. Et cet avion a donc été réalisé par un jeune médiste d'une quinzaine d'années, qui a fait le moule du fuselage avec l'aide de son père. Motorisé par un RAM 750, il n'est pas encore tout à fait au point, il volera probablement très bientôt aussi bien que le Grandeur dans lequel ce jeune garçon a eu la chance de faire un vol en place arrière.
Intéressons-nous maintenant de plus près aux réacteurs par eux-mêmes, à commencer par le plus ancien et aussi le plus célèbre, peut-être le JPX T260, dont on voit ici une démonstration de démarrage facilitée grâce à l'emploi d'un régulateur électronique mis au point par un distributeur américain, Mini Hobby. Le moteur français qui est connu pour sa fiabilité, qui est malheureusement maintenant en retrait au niveau des performances pures par rapport aux autres productions mondiales. Il y avait 6 réacteurs JPX installés dans des jets et on voit ici une des toutes premières versions avec la cuve en acier destinée à recevoir le gaz propane sous pression. Le Sofia J850 lui ne peut cacher sa filiation directe avec le JPX. Il possède cependant une poussée de 84 Newton contre 6 kg seulement pour le JPX. Il a pratiquement gagné 2 kg de poussée. Il offre également la particularité d'être le seul à l'heure actuelle, du moins en série, à pouvoir démarrer directement avec le kérosène et non pas avec une petite bouteille de gaz comme tous ses concurrents. Quant au Jet Cathammer, eh bien, ce moteur construit en Allemagne est le premier à être proposé en série avec un petit démarreur électrique. Vous avez pu voir le moteur dans l'axe de l'entrée d'air et il pousse fort, 7,7 kg ce moteur, pour une masse de 1270 grammes. Il est proposé d'origine avec un dispositif de démarrage embarqué contenant l'unité de régulation électronique et la bonbonne de gaz nécessaire au démarrage qui se perd de l'émetteur. Mais si l'on accepte le RAM 750 présenté tout à l'heure par Ray Gonzalez, eh bien il semble bien que les plus à la pointe à l'heure actuelle soient les réacteurs hollandais AMT, une gamme de 3 réacteurs maintenant produite sous licence également aux États-Unis, qui comprend donc le Pegasus, un réacteur de 100 Newton de poussée pour 2,1 kg, l'AMT Olympus, beaucoup plus puissant, pratiquement 20 kg de poussée pour une masse de 2,4 kg, et le tout petit dernier, l'AMT Mercury, qui semble particulièrement intéresser Bob Violette ici, alors qu'il assiste à une démonstration de démarrage, tout simplement parce que ce petit moteur de 70 Newton de poussée, qui pèse 1400 grammes, est extrêmement compact. Il ne mesure que 100 mm de diamètre pour 22 cm et demi de long. Il est donc parfaitement adapté à la plupart des kits produits par BVM. Le gros intérêt des moteurs AMT est qu'ils possèdent une unité électronique de régulation qui facilite grandement le démarrage en toute sécurité. Ils ont, depuis leur apparition, il y a maintenant 2-3 ans, une excellente réputation de fiabilité et de puissance. Voici l'Engine Data Terminal sur lequel s'affichent tous les paramètres principaux du moteur, en particulier son régime et la température de sortie des gaz. Il régule aussi automatiquement le démarrage. Comme leurs congénères, les réacteurs AMT peuvent maintenant être équipés d'un démarreur électrique qui s'accouple au moteur via un petit électroaimant commandé par la radio ou par la régulation électronique pour le refroidissement. C'est la société Jalb, également hollandaise, qui produit cette magnifique pièce de petite mécanique, qui évite d'avoir à utiliser une bouteille d'air comprimé. Technologiquement, du point de vue modéliste, eh bien, nous allons faire un bond en arrière avec la seule reproduction d'avion commercial qui était présente sur le terrain, à savoir un Airbus A310, construit par Tim Davis, un Américain de Floride. On peut s'étonner de ce choix, ça en fait en tous les cas bien plaisir qu'il ait choisi l'avion européen à la place d'un Boeing 777. Et le modèle mesure à peu près 3 mètres d'envergure, il pèse 9 kg et il est motorisé par 2 KEB 45 de 7,5 cm3, entraînant des turbines Turbax. Des moteurs qui sont tout de même un peu tombés en désuétude, ainsi que les hélices carénées qu'ils entraînent. Et ce modèle va nous faire très peur durant son vol. Il aura d'ailleurs eu du mal à se mettre en l'air puisqu'il fera plusieurs tentatives de décollage avortées. Et lors de cette exhibition, eh bien, l'aile droite va montrer des signes de faiblesse, prenant un dièdre inquiétant lors de ce virage. Nous allons frôler la catastrophe. Le pilote va heureusement réussir à stabiliser le modèle, qui va se poser dans les herbes derrière les panneaux publicitaires des sponsors de la rencontre. Cette grosse maquette de Fairchild A10 Warthog ne sera pas sans rappeler quelque chose aux habitués des cassettes RCM vidéo, que je sais nombreux, puisque nous avions déjà présenté un modèle similaire lors de notre cassette sur la rencontre du QSA de Las Vegas.
En effet, ce modèle appartient à Dean Lasek qui habite à Littleton dans le Colorado, mais que l'on retrouve dans de très nombreux meetings à travers tous les USA. C'est sans doute l'un des modèles de démonstration les plus connus là-bas. Cependant, la grosse différence, c'est que maintenant, après 5 ans d'existence, ce A10 gris est équipé de 2 RAM 750 qui ont remplacé les Dynamax et les OS 91 d'origine. Ce montage s'est fait tout dernièrement et en fait, eh bien, ici, à Florida Jet, ce A10 allait effectuer ses premiers vols ainsi équipés. Ce fut également l'occasion de pouvoir comparer eh bien, les performances d'un même modèle avec des réacteurs et avec des turbines, puisque Dean Lasek avait apporté un second A10 camouflé en vert, qui avait lui conservé la motorisation d'origine, autrement dit 2 OS 91 avec ces fameuses turbines Dynamax dont on parle autant. Eh bien, il n'y a vraiment aucune comparaison possible, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même dans les images qui suivent. Il est bien évident que malgré 2,2 kg de masse supplémentaire, le modèle équipé de réacteurs pesant 24 kg alors que celui équipé de turbines n'en pèse que 22, eh bien les performances sont incomparables. À la limite, au ralenti, le modèle équipé de réacteurs allait encore plus vite que le modèle équipé de turbines plein gaz. Ce qui rend d'ailleurs admiratif quand on se souvient des prouesses que réalisait ce pilote en faisant des exhibitions à très basse altitude avec un avion qui est maintenant, semble-t-il, tout de même sous-motorisé. Il s'agit là en tous les cas d'un avion qui a une maniabilité tout à fait comparable à celle du Grandeur, qui, je vous le rappelle, est un chasseur de chars capable d'évoluer à très basse altitude dans un mouchoir de poche sur un champ de bataille, à très basse vitesse, ce que reproduit parfaitement le modèle avec le réalisme maintenant et bien du bruit. Et encore une fois, Florida Jet, Dean nous a impressionnés avec des vols dont les manœuvres n'excédaient jamais les 20 mètres d'altitude. Voici un Starjet Aviation Design, un jet extrêmement rapide conçu par l'aérodynamicien allemand Harald Pigisch, qui va nous permettre de parler d'un domaine qu'il ne faut pas oublier avec les jets à réacteurs, la sécurité. En effet, ce modèle eh bien, a été crashé sur flûteur d'aileron, qui a arraché l'aile droite comme vous pouvez le constater. Cet accident a sans aucun doute comme origine un jeu excessif dans les gouvernes, une chose que l'on ne peut pas se permettre avec des avions qui volent à 300 km/h voire plus. Vous constatez qu'après le crash, eh bien, un incendie a rapidement pris naissance, le carburant s'étant répandu au sol et avec le moteur incandescent, eh bien évidemment ça s'est vite enflammé. C'est pourquoi je crois que les réservoirs en Kevlar de Bob Violette peuvent apporter une sécurité supplémentaire non négligeable dans la mesure où, normalement à l'impact, eh bien, le Kevlar devrait résister et éviter au carburant de se disperser sur une grande surface. A noter que Bob Violette utilise également des anneaux de Kevlar autour de ses moteurs pour prévenir un éventuel éclatement des pales de la turbine et du compresseur. Ça se fait sur certains avions grandeur, ça me paraît être une sage précaution. Et toujours pour parler de la sécurité, eh bien, il faut aussi signaler qu'en Allemagne, un accident stupide vient de survenir. Un modéliste ayant voulu voir si le réacteur de son copain aspirait beaucoup d'air, il a mis la main trop proche du compresseur et son index a été aspiré. Il a été coupé net de 2 cm. Il y a aussi le danger évidemment de mettre la main trop près derrière la tuyère et de se brûler. Ce sont donc des nouveaux dangers engendrés par les réacteurs qui ne sont pas forcément plus dangereux qu'une hélice que l'on ne voit pas et qui tourne à 10 000 tours minute, mais il faut en être conscient et prendre toutes les précautions nécessaires.
En tous les cas, comme vous pouvez le constater, après un crash à ces vitesses-là, eh bien, il n'y a plus grand-chose à récupérer des modèles. Il faut en tous les cas se féliciter que le règlement intérieur de Florida Jet impose aux pilotes de ne pas survoler la piste et donc de rester très éloignés de la... Il y a fort heureusement eu très peu d'accidents aussi dramatiques que celui du Starjet cette année à Florida Jet, mais nous avons eu très peur quand, après cet accident justement, un peu plus tard dans l'après-midi, eh bien, nous avons vu débouler à fond les manettes la voiture des pompiers de l'aérodrome en direction d'un avion qui s'était crashé dans les bois et qui avait pris feu lui aussi, sachant que derrière ce bosquet eh bien, se trouvait le lac avec l'hydrobase où l'on pouvait trouver eh bien, des gros hydravions comme ce Cessna Caravan. Mais fort heureusement, le modèle réduit était tombé en dehors de cette zone. Revenons à des choses plus optimistes avec les Rafales, et en particulier ici le Rafale de Aviation Design, la firme d'Eric Rantet, un avion qui connaît un gros succès international puisque Eric exporte ses modèles dans une trentaine de pays à travers le monde, en particulier aux États-Unis bien entendu, et dans le sud-est asiatique et au Japon. Et ici, deux Rafales étaient donc présents, tous deux motorisés par des réacteurs, un par un RAM 750 et l'autre par un AMT Pegasus. Précisons qu'Eric Rantet possède dans sa gamme deux Rafales de tailles différentes. Il s'agit ici du petit modèle, le gros étant spécifiquement conçu, et je pense que ça a été le premier kit dans ce cas, pour recevoir deux réacteurs, deux Mercury ou deux KJ66 ou deux T260 au choix. C'est un modèle encore beaucoup plus impressionnant par sa taille. Il y en a eu peu de vendus. Eric en a possédé un, si vous vous souvenez bien, qu'il avait présenté à un Paris Jet Show. C'était un superbe modèle. Notons également que présenté ici en version C01, eh bien ces Rafales sont facilement transformables en version biplace B01, tout simplement en enlevant une portion du dos du fuselage et en changeant la verrière. Vous pouvez constater que ces deux modèles eh bien, n'ont pas arrêté de voler durant le week-end. Je crois que l'un des deux a même dû totaliser quelque chose comme 20 ou 30 vols durant ce week-end, ce qui est tout de même absolument énorme, et prouve au demeurant à la fois la fiabilité des réacteurs et la parfaite construction et conception des kits qui leur permet d'avoir très peu de maintenance à effectuer. Ce fut une petite surprise en revanche de constater l'absence de tout kit de F-117 Aviation Design. Pourtant, il y en avait pas mal par le passé ici. Alors ont-ils tous été crachés? Les pilotes s'en sont-ils lassés? Il est vrai que destinés aux turbines, eh bien ces modèles étaient relativement limités dans leurs évolutions à cause d'une part de l'aérodynamique un peu particulière quand même de l'avion furtif américain, et d'autre part à cause de la section tout à fait particulière de sortie de la tuyère qui avait un rendement relativement modeste et ne permettait pas de faire grand chose d'autre que du vol à plat. Toujours est-il qu'il faut mettre au crédit d'Eric Rantet d'être toujours à l'heure actuelle le seul à proposer cet avion à son catalogue. Petit clin d'œil à ces monstres de technologie, voici le Rafale électrique de Jack Kennedy, une introduction au fait que le Rafale devient un avion extrêmement populaire aux États-Unis, puisqu'on voit ici, eh bien, dans une livrée qui rappelle plus un avion de cirque plutôt qu'un avion de l'armée de l'air française, le Rafale de Bob Violette. Alors Bob Violette sort donc un kit de Rafale qui n'est pas pour une fois une création propre à la firme d'Orlando, mais la copie pure et simple, le surmoulage, de l'avion qui a terminé second au dernier Jet World Master et qui appartient au Suisse Franz Walti. Originellement propulsé par un AMT Pegasus, eh bien vous voyez que l'avion de Bob Violette, c'est ici le prototype, le premier sorti des moules, est motorisé pour sa part par deux RAM 750, ce qui lui donne évidemment des performances de vol tout à fait époustouflantes au niveau accélération et vitesse de pointe. C'est néanmoins un kit qui restera sans doute assez confidentiel dans la mesure où il coûte la bagatelle de 4750 $ sans aucun accessoire. Comptez 1595 $ supplémentaires pour le train d'atterrissage et en ajoutant encore quelques autres options, vous arrivez allègrement à un kit de 8000 $ sans compter la motorisation et la radiocommande bien entendu.
Cependant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il s'agit d'un kit absolument magnifique dont les ailes sont moulées en sandwich fibre de verre balsa carbone et dont le fuselage est totalement préfabriqué avec les couples déjà posés en place, etc. en fonction des réacteurs que vous voudrez installer à l'intérieur. En tous les cas, ce qui nous a fait bien plaisir, c'est qu'à l'issue des vols d'essai, qui se sont donc déroulés ici, eh bien Bob Violette était franchement très élogieux sur la machine française, trouvant vraiment qu'elle avait des caractéristiques de vol tout à fait extraordinaires grâce à son plan canard et à la formule Delta qui a vraiment beaucoup d'avantages. On le voit ici d'ailleurs se féliciter des qualités de l'avion avec l'ancien président de la Fédération américaine, Don Lowe. Continuons à nous intéresser aux avions de chars d'assaut, ou tout du moins à leurs dérivés, puisqu'il s'agit ici d'un Kfir. Un Kfir qui est d'ailleurs un survivant des kits Byron, puisque vous le savez, Byron a jeté l'éponge, ne fabrique plus aucun kit. Cette firme qui fut pourtant à l'origine du mouvement des jets avec turbine, puisque la Birojet fut la première turbine sur le marché. À l'époque, on se souvient, c'était avec un F-16 et un MiG-15 justement, qui avait eu beaucoup de succès. Et bien ce kit a donc été converti pour utiliser lui aussi un réacteur RAM 750. Il pèse 9,2 kg. Quant à son train d'atterrissage, eh bien c'est un Romer, et vous avez pu remarquer tout à l'heure que les jantes étaient équipées de freins. Alors ce sont des freins BVM, je vous rappelle leur fonctionnement, et il s'agit d'un joint torique qui vient frotter, enfin qui vient se bloquer plus exactement contre le voile de la jante de la roue quand on envoie de l'air comprimé à l'intérieur du moyeu. C'est un principe assez spécial qui est d'ailleurs breveté par Bob Violette et qui marche très bien. Vous pouvez voir que ce modèle, ainsi motorisé, vole très bien également, avec le comportement à l'atterrissage tout à fait caractéristique des avions Delta. Passons au chasseur de la Navy maintenant, avec cet A7 Corsair 2 issu d'un kit Jet Garrabies. Il était équipé lui aussi d'un RAM 750. Ne soyez pas trop étonnés que je n'arrête pas de parler des réacteurs RAM 750, puisqu'il y en avait au total 43 inscrits dans ce meeting, soit largement les 2/3 des réacteurs présents sur le terrain. On retrouve d'ailleurs le même moteur sur le A4 Caillot qui fait ici un passage, un avion qui est issu d'un kit Yellow Aircraft. Le A4 qui est bien connu pour avoir l'énorme inconvénient d'avoir un train très haut et très étroit qui ne facilite vraiment pas les atterrissages, surtout quand il y a le moindre vent de travers. Tout le monde aura reconnu le plus célèbre des chasseurs américains de l'après-guerre, le F4 Phantom. Il s'agit là, bien entendu, encore une fois, d'un modèle dérivé d'un kit BVM, et je vous engage à regarder très précisément les détails de ce modèle, parce qu'on voit qu'il s'agit là d'une maquette absolument parfaite, tous les détails de la structure étant reproduits dans le moule. Les ailes sont également moulées en époxy, comme le fuselage. Et vraiment, il s'agit d'un kit maquette qui peut concourir pratiquement tel quel en concours. Et c'était également le premier kit biturbine produit par Bob Violette. On voit ici en gros plan les deux Viojet qui sont évidemment spécifiquement étudiés pour rentrer au plus juste dans cet avion qui est à l'échelle du 1/8. Cela donne une envergure de 1,49 m et la masse du modèle oscille entre 10 et 11 kg ainsi équipé. Ce modèle avait le privilège, si l'on peut dire, d'être le plus cher de la gamme BVM avant l'apparition du Rafale, puisque si l'on tient compte du train rentrant, le kit revenait aux alentours de 5 000 $, bien entendu sans les turbines et sans les moteurs et sans la radio. Ce n'est évidemment pas bon marché, mais ça n'a pas empêché cette maquette d'avoir un grand succès dès son lancement en souscription en 1994, le premier kit étant sorti seulement 2 ans plus tard de production, en 1996, après une longue mise au point qui a abouti à un modèle qui est en tout point parfait, il faut bien le dire. C'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux avec des turbines à l'heure actuelle au point de vue performance. Et on comprend relativement bien ce succès dans la mesure où, vous le savez, les modélistes américains ont une moyenne d'âge assez élevée, sont relativement aisés et surtout
Une grande proportion d'entre eux sont des anciens pilotes ou des mécanos de l'US Navy ou de l'US Air Force. Il est donc tout à fait normal qu'ils aient beaucoup de plaisir à retrouver cet avion mythique. Fort heureusement, pour les modélistes moins fortunés, il existe des kits monoturbines beaucoup moins chers, comme par exemple le modèle de chez Yellow Aircraft que l'on voit évoluer ici. Et toujours moins cher que le BVM, bien que plus gros, puisqu'à l'échelle de 1,765, ce qui lui donne une envergure d'1,55 m et une longueur de 2,36 m, et bien on voit le magnifique F4 de Lewis Patton, dit le Général, comme vous pouvez voir sur sa caisse de terrain, ici en train de régler ses KEB 91 qui entraînent des turbines Dynamax. Les Dynamax qui semblent aux États-Unis avoir plus de succès que les Ramtech, qui au contraire ici en Europe semblent avoir la faveur des modélistes. Le modèle de Lewis Patton est donc issu d'un kit Century Jet Model, un très beau kit, lui aussi très maquette, qui coûte pourtant beaucoup moins cher que le BVM, à 1490 $ la version luxe. Il est évidemment lui aussi pourvu de nombreuses options, en particulier par exemple la crosse d'appontage fonctionnelle, le parachute de queue fonctionnel, et ça c'est une exclusivité Century Jet Model, les becs de bord d'attaque fonctionnels. En revanche, la finition demandera un peu plus d'effort puisque les ailes ne sont pas moulées mais simplement en mousse coffrée de balsa. Comme vous pouvez le voir, les performances de ce modèle avec les deux Dynamax sont loin d'être ridicules, même dans le plan vertical. C'est vraiment d'un réalisme tout à fait satisfaisant. Si ce n'est évidemment le bruit, devenu choquant depuis que l'on dispose de micro-réacteurs. Eh bien, continuons à passer en revue les avions de l'arsenal aérien américain avec le F-18. Il s'agit ici d'un kit Yellow Aircraft modifié en version biplace qui va faire son vol inaugural à Florida Jet et qui, lors du premier atterrissage, eh bien, va briser son train et sur la poussée résiduelle des réacteurs va terminer sa course dans le stand de RC Jet International, le seul magazine consacré exclusivement aux jets radiocommandés. Il y avait un second F-18 Yellow Aircraft, tout rose. Il s'agissait de l'avion de démonstration de l'équipe AMT USA. Il était équipé de 2 réacteurs Olympus et piloté par Terry Nitsch. Terry Nitsch qui est probablement l'un des meilleurs pilotes de jet actuels, puisque je vous rappelle qu'il a gagné 4 fois les Masters et 3 fois Top Gun aux manches de kit BVM, à commencer par un F-86, puis un T-33 et enfin un F-80, toujours aux couleurs de l'équipe acrobatique des Minutemen. Compte tenu que le rapport poids-poussée du modèle était très supérieur à 1, dans la mesure où les 2 réacteurs doivent pousser à peu près l'équivalent de 20 kg et le modèle ne pas peser plus de 16 kg, eh bien on pouvait s'attendre à des vols extrêmement spectaculaires et disons-le tout de suite, nous n'avons pas été déçus. Je pense que ce F-18 a été l'avion vraiment le plus spectaculaire de toute la rencontre. This is a very large loop, that's about it. Are you going to schedule a Terry delivery? No, even 8 for us. Alors certains d'entre vous se rappelleront peut-être que le kit Yellow Aircraft avait été construit en France par un autre spécialiste de la turbine, Didier Pasquet, avec un superbe décor, celui du Tiger Meat d'un avion canadien. Ce modèle, à l'époque, eh bien, était motorisé par 2 OS-91 VFDR avec des Ramtech et il n'avait, loin de là, pas les possibilités dans le plan vertical de l'avion piloté par Terry Nitsch qui nous a vraiment fortement impressionnés. Curieusement, il y avait à Florida Jet très peu de F-16 sur le terrain. En revanche, eh bien, nous avons eu la chance de pouvoir voir la première sortie publique d'un prototype dû à Gary Mueller, un très gros F-16 qui a visiblement été construit autour du RAM 750. C'est d'ailleurs Ray Gonzalez lui-même qui a fait effectuer ses premiers vols à cet avion, qui semble vraiment très prometteur. Il s'agit là encore d'un modèle entièrement réalisé en fibre de verre, voilure y compris. Et vous pouvez constater que tous les détails de la structure de grandeur sont parfaitement reproduits, y compris les trappes de visite et les lignes de structure. Il s'agit bien évidemment là du prototype d'un kit qui sera bientôt produit, et à cet égard, eh bien, il est sans doute annonciateur d'une tendance qui se généralise,
Il semble bien que tous les fabricants soient à l'heure actuelle en train de renouveler petit à petit leur gamme avec des modèles beaucoup plus gros que par le passé, tout simplement parce que eh bien, les réacteurs qui sont maintenant sur le marché, avec leur poussée bien supérieure à ce que pouvaient procurer les turbines, eh bien, permettent de faire des avions beaucoup plus gros et donc beaucoup plus réalistes. Ce qui est évidemment capital s'agissant de maquettes. Vous pouvez constater que la puissance du RAM 750 semble largement suffisante pour ce F-16 et pourtant vous avez pu observer que dans le fuselage il y avait largement la place de mettre un moteur encore plus gros, pourquoi pas le futur RAM 1000, ce qui devrait alors lui procurer des performances dans le plan vertical tout à fait époustouflantes, un peu à l'image du F-18 que nous venons de voir. Vous noterez que le modèle est équipé de bidons sous voilure et sous le fuselage. C'est une tendance là encore qui se généralise, de plus en plus de jets sont équipés d'appendices, genre armement ou bidons supplémentaires, tout simplement parce que évidemment ça ajoute énormément au réalisme et à l'impression de puissance en vol. Mais dans le cas présent, eh bien, ça a un autre énorme avantage, ça masque tout simplement que ce F-16 n'est pas équipé de trappes de train. Les trappes de train qui, il faut bien le dire, posent toujours problème en moteur réduit, et particulièrement sur les jets, où avec la vitesse, elles ont bien du mal à rester plaquées le long du fuselage ou sous l'aile, malgré l'emploi de petits vérins pneumatiques pour les actionner. Et souvent, les modélistes passent des dizaines d'heures à les mettre au point, alors on comprend aisément que quand on peut faire l'impasse sans que cela se voie trop, on n'hésite pas. Beaucoup plus nombreux en tous les cas étaient les F-15 et en particulier les kits issus de la firme Hermegic, des kits extrêmement fouillés, très détaillés et relativement récents, qui ont été eux aussi spécifiquement étudiés pour être utilisés avec un réacteur. Ils sont à l'échelle du 9e, ce qui leur donne une envergure de 1,47 m pour une longueur de 2,10 m, c'est-à-dire exactement les dimensions, si vous vous souvenez bien, de l'avion de Philippe Avonts, qui fut 2 fois champion du monde avec un avion similaire, et qui produit d'ailleurs lui aussi un kit qui a connu ces derniers temps un énorme succès aux États-Unis, mais qui risque bien d'être éclipsé par celui-ci. Tous ces kits Hermegic étaient, à l'exception d'un seul, motorisés, je vous le donne en mille, par des RAM 750. Vous noterez qu'un seul moteur est ici utilisé, alors évidemment c'est rendu possible par l'utilisation d'une tuyère en Y, une technique qui fonctionne maintenant très bien, ces tuyères étant réalisées en acier réfractaire. Ce n'est pas une nouveauté puisque Philippe Avonts utilise la même technique sur son propre F-15 ainsi que Éric Rantais sur ses Rafales. Il s'agit bien entendu d'une tuyère additionnelle et non pas de celle qui est directement fixée sur le réacteur. En fait, on pourrait plutôt parler de conduit qui emmène l'air chaud expulsé par le réacteur vers les 2 sorties de réacteur de l'avion réel. Le flux du réacteur est ainsi divisé en 2 sans grosse perte de puissance, c'est vraiment quasiment négligeable. À la condition bien entendu que la section des tuyères à la sortie ait été correctement calculée et n'entraîne pas une trop forte dilution des gaz brûlés. Cela donne tout de même au modèle, vous pouvez le constater, des capacités de décollage court et une attitude de vol très réaliste, malgré une masse aux alentours de 12 kg. Cela traduit bien entendu l'immense supériorité du réacteur sur les turbines, puisque si l'on se souvient bien, eh bien l'avion de Philippe Avonts, lorsqu'il avait été présenté pour la première fois au championnat du monde de maquette en Norvège, pesait 6,5 kg et équipé de 2 turbines Turbax avec des KEB 6.5, eh bien il était loin d'avoir les mêmes performances en vol. D'autant plus que, pour des raisons de fiabilité, eh bien, lors de ces championnats, il n'avait pas réussi à finir un seul vol sur les 2 turbines, l'un des 2 moteurs calant à chaque fois. Et il avait d'ailleurs remporté le titre 2 ans plus tard en Italie avec eh bien, un vol où une seule turbine avait fonctionné. L'avion était déjà à l'origine donc
à 6,5 kg extrêmement sain. Et on peut encore constater qu'avec une masse quasiment double, eh bien c'est toujours un avion qui vole remarquablement bien. Le F-15 est vraiment un sujet idéal pour être produit en maquette. Vous avez dû constater que dans les images précédentes, outre les F-15 Air Magic, il y avait également des avions qui étaient issus de kits Avons, il y en avait 3 sur le terrain, et de kits Top Gun américains, qui sont un peu moins bien finis que les Air Magic et Avons dont nous venons de parler. Alors intéressons-nous de plus près à 3 avions Air Magic particulièrement remarquables, à commencer par celui-ci qui était équipé de 2 réacteurs RAM 750 mais qui a malheureusement mal terminé suite à une collision en vol. Il a été totalement détruit. Il appartenait à l'Argentin Gustavo Campana dont nous allons reparler. Cette verrière fonctionnelle et ce cockpit hyper détaillé appartiennent à l'avion de Jim Dick, qui est en fait le pilote officiel de la firme Air Magic, et vous pouvez noter que ce F-15 est doté de toutes les options possibles, y compris le dispositif d'aérofrein dorsal pneumatique que l'on voit ici en gros plan, et qui semble beaucoup plaire ici aux États-Unis. Ça ajoute du poids, mais ça doit sans doute aider pas mal à plaquer l'avion à l'atterrissage au sol, parce que tout le monde l'utilise. Je ne pense pas en revanche que ça freine beaucoup l'avion. Alors ce F-15 au décor gris et noir reproduisant un avion de l'Air Defense japonaise était motorisé par un RAM 750 dont on voit ici d'ailleurs très bien les sorties de tuyères en Y. Évidemment, un avion aussi détaillé, ça finit par revenir cher. Pour vous donner une idée, le kit de F-15 d'Air Magic est d'un coût relativement raisonnable puisqu'il coûte 2500$ brut. Mais on arrive vite à une somme conséquente puisque le cockpit coûte à lui seul 175$. Il faut dire qu'il est extrêmement détaillé. Que les trains plus les trappes coûtent 1350$, que les jambes de train maquette coûtent 475$, que le réservoir supplémentaire coûte 100$ à lui seul, et que les missiles coûtent 150$ également. On voit ici le plus étonnant de tous, un autre F-15 Air Magic avec un décor toujours japonais, mais cette fois-ci beaucoup plus coloré. Et c'est vraiment un avion qui existe en vrai, puisque son constructeur a entre les mains les photos reproduisant l'avion réel. Là encore, il est motorisé par un RAM 750. Notez également, et c'est aussi une tendance qui se généralise, que sur ces kits, toutes les gouvernes de l'avion grandeur sont reproduites de façon fonctionnelle, y compris les volets de courbure, contrairement à l'avion de Philippe Avons qui à l'époque, je vous le rappelle, était uniquement piloté par l'intermédiaire des 2 stabilisateurs commandés de façon différentielle. Cela bien entendu pour gagner du poids, ce qui ne semble plus capital aujourd'hui. Pour terminer ce reportage de Florida Jet 99, nous allons découvrir ensemble le Sukhoi 27 absolument magnifique de l'Argentin Gustavo Campana qui était motorisé par 2 RAM 750. Un modèle impressionnant issu des moules de l'allemand Wolfgang Klür qui avait d'ailleurs utilisé cet avion lors des derniers Jet World Masters où il avait remporté les 2 plus hauts scores en vol. Ce modèle va bientôt être produit en série par Fiber Classics, intégralement en fibre de verre. Ce sera donc un tout prochain kit de la firme d'Andreas Gitz, et on risque fort d'en voir beaucoup sur les terrains dans les années à venir. Il est bien évident que la mise au point d'un tel modèle ne se fait pas du jour au lendemain,
Et lorsqu'il est arrivé à Florida Jet, Gustavo avait encore beaucoup de difficultés à faire fonctionner ses deux rames 750. Heureusement pour lui, Ray Gonzalez était présent et après quelques modifications dans l'alimentation des moteurs, on a enfin pu assister au décollage absolument somptueux de cet avion, qui, je peux vous le dire, était très attendu. Également doté d'un rapport poids-puissance supérieur à 1, le Sukhoi 27 de Gustavo nous a fait des démonstrations absolument faramineuses en vol, avec une attitude très réaliste la plupart du temps, et évidemment des performances qui n'étaient pas sans rappeler celles du Grandeur, en particulier au Bourget. Je ne parle pas là bien entendu des prestations du Sukhoi 30 de cette année, mais du Sukhoi 27 quand il avait fait ses premiers Cobras il y a quelques années et qu'il avait à cette occasion impressionné tout le monde. J'ignore si cette figure passe avec le modèle réduit, toujours est-il qu'avec un peu de prise en main, ça doit être un avion absolument fabuleux à piloter, et encore une fois je ne serais pas surpris que l'on en retrouve beaucoup sur les terrains dans les années à venir parce qu'il a vraiment une gueule infernale. Voilà, ainsi s'achève ce panorama des modèles présents à Florida Jet 99. Il s'agissait pour nous de faire le point sur la technique des réacteurs à l'heure actuelle. J'espère que nous n'avons pas oublié trop de choses, mais il est certain que dans ce domaine tout va très vite. Et depuis la rencontre de Flagler Airport, eh bien, de nouveaux réacteurs sont déjà apparus sur le marché. Et on peut s'attendre à ce que le mouvement s'accélère encore. Alors si vous êtes intéressé, eh bien, renseignez-vous auprès des spécialistes de la turbine et du réacteur que sont en France Eric Rantet et Kristen Diffusion. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Quant à nous, dans les colonnes de RCM, eh bien, nous espérons vous parler un peu plus de réacteurs à l'avenir et pourquoi pas vous proposer d'ici peu de temps une nouvelle cassette leur étant consacrée. Merci de nous avoir suivis jusque-là et à bientôt. Automotive engineer. Your electric door locks and how much fuel you're burning and the direction you're going in, that's the kind of stuff that Terry develops at his company.